2026 marque le moment où la présence authentique devient la monnaie la plus précieuse, dans un monde saturé de masques numériques. Tandis que les masses performent des personas en ligne, celui qui a intégré psychologiquement son ombre et habite une présence genuine devient rare, précieux, imparable. Jung, Damasio et Porges révèlent exactement comment cela fonctionne neurologiquement, et c'est l'opposé de ce qu'on t'a vendu. Il existe une loi psychologique qui explique pourquoi certaines personnes entrent dans une salle et commandent silencieusement l'attention sans prononcer un mot, tandis que d'autres, même éloquentes et techniquement préparées, demeurent invisibles, oubliables, énergétiquement absentes. Ce n'est pas du charisme performé, ce n'est pas une technique sociale apprise, ce n'est pas de l'extraversion génétique ou de la chance de naissance. C'est une intégration inconsciente profonde qui crée un champ énergétique cohérent, détectable instantanément par les systèmes nerveux environnants avant même que ton esprit conscient ne traite qui vient d'entrer dans l'espace. Et comprendre cette loi en 2026 te place des années-lumière en avance sur quiconque opère encore uniquement avec des masques sociaux, des techniques superficielles et une fragmentation psychologique invisible qui sabote la présence magnétique depuis la racine neurologique jusqu'à la manifestation interpersonnelle. Ce que je vais révéler n'est pas du mysticisme New Age sur l'énergie universelle ou des visualisations positives vides. C'est une synthèse entre psychologie profonde jungienne, psychanalyse freudienne, psychologie individuelle adlérienne, neurosciences modernes et philosophie existentielle qui explique exactement comment la présence authentique émerge de l'intégration psychologique totale. Jung a passé des décennies à étudier pourquoi certains individus émanent une présence qui transcende les mots, les gestes ou l'apparence physique. Freud a révélé les mécanismes inconscients qui fragmentent l'énergie psychique et créent des fuites énergétiques invisibles mais puissamment ressenties par les autres. Adler a démontré comment le complexe d'infériorité non résolu génère des compensations névrotiques qui détruisent l'authenticité magnétique. Et des neuroscientifiques comme Stephen Porges, Antonio Damasio, Daniel Siegel ont prouvé biologiquement comment ton système nerveux transmet des états internes directement au système nerveux environnant, créant ce qu'on appelle l'aura, qui n'est pas mystique, elle est neurophysiologique, mesurable, transformable à travers un travail psychologique profond, que la plupart évitent parce qu'il exige de confronter exactement ce que tu as refoulé pour survivre émotionnellement. Alors, si tu es prêt à comprendre la véritable nature de la présence magnétique, si tu veux découvrir pourquoi certains humains deviennent imparables, non par des techniques, mais par leur totalité psychologique, si tu cherches à comprendre comment l'intégration de l'ombre libère un pouvoir personnel qu'aucune performance n'atteindra jamais, reste ici. Parce que ce qui suit va dissoudre toute illusion que tu as construite sur l'influence humaine et révéler un chemin de transformation profonde que peu ont le courage de parcourir jusqu'au bout. Ce n'est pas un voyage pour qui cherche des trucs rapides. C'est pour qui est disposé à devenir entier, même si cela signifie d'abord reconnaître à quel point tu es réellement fragmenté. Frankl disait que le sens genuin ne naît que lorsque nous acceptons la responsabilité totale de qui nous sommes. Et 2026 est l'année où cette responsabilité devient non seulement une vertu philosophique, mais un avantage compétitif suprême dans un monde de plus en plus affamé d'authenticité réelle au milieu d'un océan infini de fausseté numérique polie. Tu dois comprendre quelque chose de fondamental que la majorité ignore complètement. Ton aura n'est pas un phénomène mystique ou spirituel qui nécessite des cristaux, de l'encens ou des rituels ésotériques. C'est une manifestation neurophysiologique directe de ton état interne d'intégration ou de fragmentation psychologique, transmise à travers ton système nerveux autonome au système nerveux de toutes les personnes autour de toi, dans un processus totalement inconscient, qui se produit des millisecondes avant qu'une quelconque interaction verbale ou consciente n'ait lieu. Stephen Porges a révolutionné les neurosciences avec sa théorie polyvagale,
démontrant que ton nerf vague, 10e nerf crânien qui connecte le cerveau au cœur, aux poumons, au système digestif, scanne constamment l'environnement social à travers un processus appelé neuroception, évaluant la sécurité ou la menace à un niveau complètement en dessous de la conscience. Quand tu rencontres une autre personne, vos systèmes nerveux entrent dans un dialogue silencieux, instantané, échangeant des informations sur les états internes à travers des micro-expressions faciales, le ton vocal, la posture corporelle, la variabilité de la fréquence cardiaque, les schémas respiratoires. Et voici la vérité troublante. Si ton système nerveux est dans un état chronique d'activation défensive dû à des traumas non intégrés, des mécanismes de défense actifs, une fragmentation psychologique, un refoulement émotionnel, ton aura, ton champ de présence énergétique transmet inconsciemment « Je ne suis pas en sécurité ici, je ne me fais pas confiance, je suis en mode survie ». Les autres captent cela instantanément, sans mots, sans pensée consciente, uniquement à travers la réponse de leur propre système nerveux au tien. Antonio Damasio, neuroscientifique portugais qui a étudié la relation entre émotion et conscience pendant des décennies, a découvert ce qu'il a appelé les marqueurs somatiques, des signatures corporelles d'états émotionnels qui guident les décisions et interactions sociales à un niveau préconscient. Ton corps marque littéralement les expériences émotionnelles avec des sensations physiques spécifiques, créant une base de données somatiques qui informe comment tu te sens en présence de certaines personnes, situations, environnements. Quand quelqu'un avec une haute intégration psychologique entre dans un espace, ces marqueurs somatiques transmettent cohérence, sécurité, présence genuine. Le système nerveux des autres détecte cela et se détend, s'ouvre, fait confiance. C'est pourquoi certaines personnes ont une présence magnétique sans effort, non parce qu'elles ont appris des techniques de langage corporel, mais parce qu'elles ont intégré émotionnellement leurs expériences de vie, de sorte que leur corps émane une authenticité cohérente, contraste avec une personne psychologiquement fragmentée, même si consciemment elle essaie de paraître confiante, chaleureuse, ouverte, ces marqueurs somatiques trahissent l'incongruence interne. Le corps est tendu à des endroits spécifiques, la respiration est irrégulière, les micro-expressions révèlent une anxiété sous-jacente, et le système nerveux des autres capte cette incongruence instantanément, générant un malaise subtil que la personne ne peut expliquer rationnellement, mais ressent viscéralement comme quelque chose cloche avec cette personne. Alors quand nous parlons d'aura magnétique, nous parlons d'un état neurologique de cohérence interne où il n'y a pas de conflit entre ce que tu ressens profondément et ce que tu exprimes extérieurement, entre qui tu es au cœur de ton être et qui tu présentes au monde, entre ta réalité émotionnelle interne et ta manifestation comportementale externe. Cette cohérence ne peut être falsifiée parce qu'elle est transmise à travers des canaux qui contournent complètement ton contrôle conscient. Tu peux t'entraîner à sourire, à faire du contact visuel, à utiliser des gestes ouverts, mais si ton système nerveux est dans un état d'activation défensive chronique dû à une ombre non intégrée, un trauma non traité, des mécanismes de défense rigides, cette incongruence fuira à travers 1000 microsignaux que la conscience de l'autre ne perçoit pas, mais que son système nerveux détecte parfaitement. Lisa Feldman Barrett, neuroscientifique qui étudie la construction des émotions, a démontré que le cerveau fait constamment des prédictions sur ce qui va se passer basées sur les expériences passées. Et quand il rencontre une incongruence entre prédiction et réalité, il génère malaise, méfiance, éloignement. La personne avec une présence fragmentée crée une incongruence constante entre ce que son système nerveux transmet et ce que ses mots disent, générant un malaise chronique dans les interactions qu'elle ne peut comprendre rationnellement, mais qu'elle expérimente comme « les gens ne se connectent pas avec moi ». Maintenant, voici où cela devient profondément transformateur. Ta présence magnétique n'est pas fixe. Ce n'est pas un trait de personnalité immuable ou un don génétique que tu as ou que tu n'as pas. C'est le résultat direct de ton niveau d'intégration psychologique,
qui peut être développé à travers un travail profond avec ton ombre, tes mécanismes de défense, tes traumas non traités, tes parties fragmentées. Quand tu commences le processus d'individuation, terme que Jung a utilisé pour décrire le voyage de devenir psychologiquement entier, ton système nerveux sort graduellement d'un état chronique d'activation défensive et entre dans un état de présence régulée. Porges appelle l'état idéal engagement social ventral, où le nerf vague ventral est activé, permettant une connexion genuine, une ouverture émotionnelle, une présence chaleureuse. Dans cet état, ton corps transmet « Je suis en sécurité ici, je suis présent, je suis disponible pour une connexion authentique ». Et cette transmission se produit automatiquement, sans effort conscient, simplement comme manifestation naturelle de ton état interne intégré. C'est pourquoi les personnes qui ont fait un travail psychologique profond ont une présence qui attire sans essayer, une influence qui émerge de l'être plutôt que du faire, un magnétisme qui est un effet secondaire de la totalité interne plutôt qu'une performance externe calculée. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond que Jung a découvert à ce sujet, quelque chose qui se connecte directement avec la loi psychologique qui te rend véritablement imparable. Et cela a tout à voir avec ce qui se passe quand tu cesses de refouler ton ombre et que tu commences le processus d'intégration qui libère une énergie psychique massive précédemment emprisonnée dans des mécanismes de défense. Explorons cela maintenant d'une manière qui va complètement changer ta compréhension de d'où vient le pouvoir personnel authentique. Jung a passé sa vie entière à étudier ce qu'il a appelé l'ombre, toutes les parties de toi que tu as rejetées, refoulées, niées, parce qu'elles ont été considérées comme inacceptables par la famille, la culture, la société où tu as grandi. Chaque fois que tu as ressenti de la colère, mais que tu as appris que la colère est inacceptable, tu as refoulé la colère dans l'ombre. Chaque fois que tu as ressenti de la peur, mais que tu as appris que la peur est une faiblesse, tu as refoulé la peur dans l'ombre. Chaque fois que tu as ressenti du désir, mais que tu as appris que le désir est honteux, tu as refoulé le désir dans l'ombre. Chaque fois que tu as ressenti de l'ambition, mais que tu as appris que l'ambition est égoïste, tu as refoulé l'ambition dans l'ombre. Et voici la vérité psychologique dévastatrice. Chaque fragment de toi que tu as refoulé dans l'ombre ne disparaît pas, ne se dissout pas, ne cesse pas d'exister. Il reste actif dans ton inconscient, consommant une énergie psychique massive pour le maintenir réprimé, fuyant à travers des projections inconscientes dans les relations, sabotant tes tentatives de présence authentique parce qu'une partie de toi surveille constamment pour garantir que ces parties inacceptables ne soient jamais vues, jamais révélées, jamais exprimées consciemment. Jung a découvert que plus tu as de fragments dans l'ombre, plus ton énergie psychique devient fragmentée et plus ta présence magnétique sera inévitablement faible. Pense à cela énergétiquement. Si 30% de ton énergie psychique est utilisée pour refouler la colère, 20% pour refouler la peur, 15% pour refouler le désir, 10% pour refouler l'ambition, tu n'as que 25% de ton énergie totale disponible pour la présence genuine dans le moment présent. Tu es comme une voiture, essayant de fonctionner avec un seul cylindre, tandis que les 3 autres sont bloqués. Tu peux essayer d'accélérer, de faire du bruit, de performer la puissance, mais tu n'auras jamais de pouvoir réel, parce que la plus grande partie de ton énergie est emprisonnée à maintenir des fragments de toi-même enfermés dans un sous-sol psychologique sombre. Et cette fragmentation énergétique est exactement ce que les autres détectent comme manque de présence. Non parce que tu n'es pas physiquement présent, mais parce que psychologiquement tu es divisé, dépensant une énergie énorme à maintenir des parties de toi cachées, au lieu d'habiter le moment présent avec la totalité de ton être. Maintenant, contraste avec une personne qui a fait le travail d'intégration de l'ombre. Cette personne a reconnu la colère, accepter la colère, intégrer la colère comme partie légitime de l'expérience humaine qui peut être ressentie sans être agie destructivement, a reconnu la peur, accepté la peur,
Intégrer la peur comme information précieuse sur la vulnérabilité plutôt que faiblesse inacceptable. A reconnu le désir, accepter le désir. Intégrer le désir comme force vitale plutôt que honte morale. A reconnu l'ambition, accepter l'ambition. Intégrer l'ambition comme motivation saine plutôt qu'égoïsme condamnable. Avec chaque intégration, l'énergie précédemment utilisée pour refouler le fragment est libérée et devient disponible pour la présence dans le moment présent. Graduellement, la personne passe de 25% d'énergie disponible à 50%, à 75%, à potentiellement 90% plus de son énergie psychique totale, habitant le moment présent sans fragmentation, sans division interne, sans nécessité de surveiller constamment pour garantir que les parties inacceptables restent cachées. Et cette totalité énergétique est exactement ce que nous expérimentons comme présence magnétique irrésistible. La personne est complètement présente parce qu'elle n'est pas divisée intérieurement. Elle ne dépense pas d'énergie à maintenir des masques. Elle n'est pas fragmentée entre qui elle est réellement et qui elle croit qu'elle devrait être. Jung a appelé ce processus individuation. Devenir un individu indivisible, psychologiquement entier. Et il a découvert quelque chose de profond. L'individuation ne signifie pas devenir parfait, elle signifie devenir complet. Ce n'est pas éliminer les aspects négatifs de ta personnalité, c'est intégrer tous les aspects, lumière et ombre, force et faiblesse, vertu et vice, dans une totalité consciente où rien n'est caché, rien n'est refoulé, tout est reconnu et intégré dans un soi unifié. La personne individuée n'est pas bonne au sens moral conventionnel. Elle est entière au sens psychologique profond. Elle reconnaît sa capacité pour la colère sans être dominée par la colère. Elle reconnaît sa capacité pour la peur sans être paralysée par la peur. Elle reconnaît sa capacité pour le désir sans être esclave du désir. Elle reconnaît sa capacité pour l'ambition sans être corrompue par l'ambition. Et cette intégration totale crée un paradoxe fascinant. La personne qui reconnaît sa propre capacité pour l'obscurité est infiniment plus fiable que la personne qui nie sa propre obscurité et la projette sur les autres, parce que la personne intégrée sait exactement de quoi elle est capable et choisit consciemment comment canaliser ses énergies, tandis que la personne fragmentée est constamment surprise par ses propres impulsions inacceptables émergeant de l'ombre non reconnue. C'est pourquoi la présence magnétique véritable a une qualité de profondeur, d'authenticité, de fiabilité qui va au-delà de toute technique sociale ou performance charismatique. Quand tu rencontres une personne genuinement individuée, ton système nerveux détecte l'absence de fragmentation, l'absence d'incongruence, l'absence d'énergie étant gaspillée dans le refoulement. La personne est complètement présente parce qu'elle n'a rien à cacher, ni de toi, ni d'elle-même. Elle ne performe pas la bonté tout en refoulant la colère. Elle ne performe pas la confiance tout en refoulant la peur. Elle ne performe pas l'humilité tout en refoulant l'ambition. Elle habite la totalité de son être avec une acceptation profonde de tout ce qu'elle est, lumière et ombre intégrées dans une présence unifiée. Et ton système nerveux, à travers la neuroception de Porges, détecte cette cohérence interne et répond avec une confiance instinctive, une ouverture émotionnelle, un désir de proximité. C'est un magnétisme qui n'a pas besoin d'être cultivé parce qu'il émerge naturellement comme effet secondaire de l'intégration psychologique. Laquelle de ces dynamiques psychologiques reconnais-tu le plus en toi ? Partage ta réflexion en commentaire. J'aimerais comprendre ton expérience personnelle avec l'intégration, parce que la prochaine étape est de comprendre exactement pourquoi la majorité des gens évitent ce travail d'intégration, même quand ils comprennent intellectuellement son importance. Et Freud a révélé un mécanisme inconscient dévastateur qui explique cette résistance universelle. Freud a découvert quelque chose de troublant sur la psyché humaine que la plupart préfèrent ignorer. L'ego, ton identité consciente, ton image de qui tu crois être,
est construit en grande partie à travers des mécanismes de défense qui protègent des menaces perçues à l'image de soi. Chaque fois que tu as expérimenté quelque chose qui menaçait ton identité, ton ego a développé un mécanisme de défense pour neutraliser la menace. Si tu as grandi dans un environnement où la colère était sévèrement punie, l'ego a développé la répression, mécanisme qui pousse automatiquement la colère dans l'inconscient avant même que tu ne la ressentes consciemment. Si tu as grandi où la vulnérabilité était exploitée, l'ego a développé l'intellectualisation, mécanisme qui transforme les sentiments en analyse rationnelle distanciée. Si tu as grandi où tes besoins ont été systématiquement ignorés, l'ego a développé le déni, mécanisme qui nie l'existence de besoins pour éviter la douleur de ne pas être satisfait. Et voici la vérité cruciale. Ces mécanismes ne sont pas des choix conscients, ce sont des opérations automatiques développées pour la survie psychique, dans un environnement qui ne pouvait pas accueillir la totalité de ton être. Le problème est que les mécanismes de défense qui t'ont sauvé dans l'enfance t'emprisonnent dans la vie adulte. La répression de la colère qui t'a protégé de la punition parentale t'empêche maintenant d'établir des limites saines dans les relations adultes. L'intellectualisation de la vulnérabilité qui t'a protégé de l'exploitation t'empêche maintenant d'intimité émotionnelle genuine. Le déni des besoins qui t'a protégé de la déception chronique t'empêche maintenant de demander de l'aide quand tu en as vraiment besoin. Les mécanismes qui étaient adaptatifs dans le contexte original sont devenus mal adaptatifs dans le contexte présent, mais continuent d'opérer automatiquement, parce que l'ego les voit comme essentiels pour la survie psychique. Et voici le paradoxe freudien dévastateur. Exactement les mécanismes que tu as construits pour te protéger sont les mêmes qui maintenant te fragmentent, drainent ton énergie psychique, sabotent ta présence magnétique et te maintiennent emprisonné dans des schémas de survie quand tu n'as plus besoin de seulement survivre, mais que tu es prêt à véritablement vivre. Freud a appelé cela résistance, force inconsciente qui s'oppose aux changements qui menacent la structure de l'ego, même quand ces changements sont objectivement bénéfiques. Si ton identité a été construite autour d'être une personne forte qui ne montre jamais de faiblesse, alors intégrer ta vulnérabilité menace fondamentalement qui tu crois être. L'ego résiste férocement, non par malveillance, mais parce qu'il expérimente l'intégration comme une mort psychique. Si ton identité a été construite autour d'être une personne bonne qui ne ressent jamais de colère, alors intégrer ta colère menace l'image de toi-même que tu as passé ta vie entière à cultiver. L'ego crie intérieurement. Si j'accepte que je ressens de la colère, alors je ne suis pas une bonne personne. Et si je ne suis pas une bonne personne, alors qui suis-je ? C'est la raison pour laquelle la majorité des gens comprennent intellectuellement la valeur de l'intégration de l'ombre, mais ne peuvent émotionnellement l'exécuter. Parce qu'exécuter signifierait dissoudre l'identité qu'ils ont construite pour survivre. Et l'ego expérimente cela comme une menace existentielle, même quand, rationnellement, ils comprennent que la vieille identité les emprisonne. Mais il y a quelque chose d'encore plus insidieux. Freud a découvert que l'ego non seulement résiste à l'intégration, il sabote activement à travers ce qu'il a appelé « formation réactionnelle », mécanisme où tu exprimes exactement le contraire de ce que tu ressens réellement pour éviter de confronter le sentiment véritable. La personne avec une colère non intégrée devient excessivement douce, agréable, soumise, non parce qu'elle ressent genuinement de la bonté, mais parce qu'elle compense inconsciemment la colère qu'elle ne peut accepter en elle-même. La personne avec une peur non intégrée devient téméraire, impulsive, chercheuse de risques, non parce qu'elle est genuinement courageuse, mais parce qu'elle prouve inconsciemment à elle-même qu'elle n'est pas la lâche qu'elle craint profondément d'être. La personne avec un désir sexuel non intégré devient puritaine, moraliste, jugeante, non parce qu'elle valorise genuinement la pureté, mais parce qu'elle réprime inconsciemment ses propres désirs qu'elle considère inacceptables. Et la formation réactionnelle consomme une énergie psychique astronomique parce qu'elle nécessite de maintenir une performance constante du contraire de ce que tu ressens réellement,
créant une incongruence interne massive que les autres détectent comme fausseté, artificialité, manque d'authenticité même, sans pouvoir articuler exactement ce qui cloche. Joseph Ledoux, neuroscientifique qui a cartographié les circuits de la peur dans le cerveau, a démontré que l'amygdale, structure cérébrale responsable du traitement émotionnel, stocke les mémoires émotionnelles d'une manière qui contourne complètement l'hippocampe et le néocortex, les zones responsables de la mémoire consciente et du traitement rationnel. Cela signifie que ton corps se souvient littéralement des traumas, menaces, expériences douloureuses à un niveau auquel ton esprit conscient peut ne même pas avoir accès. Quand l'ego a développé un mécanisme de défense en réponse à un trauma, ce mécanisme a été codé dans les circuits neuraux de l'amygdale, devenant une réponse automatique qui se déclenche avant même que tu aies l'opportunité de choisir consciemment comment répondre. C'est pourquoi simplement décider consciemment « je vais arrêter de réprimer la colère » fonctionne rarement, parce que la répression n'est pas un choix conscient, c'est un circuit neural automatique se déclenchant en dessous du niveau de conscience, te protégeant d'une menace que l'amygdale croit toujours présente même, quand le contexte actuel est complètement différent du contexte original où le mécanisme a été formé. Alors voici la vérité brutale que Freud a révélée. Ton ego a littéralement peur de ton propre pouvoir. Pas le pouvoir externe, social, matériel, mais le pouvoir interne qui émerge quand tu intègres la totalité de ton être et que tu cesses de gaspiller de l'énergie à maintenir des fragments cachés, parce que l'intégration signifie dissolution de l'identité familière, mort de l'ego connu et naissance d'un soi inconnu. Même si l'ego connu est source de souffrance chronique, il est familier, prévisible, contrôlable d'une certaine façon. Le soi intégré est inconnu, imprévisible, effrayant exactement parce que tu n'as jamais expérimenté vivre avec la totalité de ton énergie psychique disponible. C'est comme un prisonnier qui a passé sa vie entière dans une petite cellule. Quand la porte s'ouvre finalement, la première impulsion n'est pas de courir vers la liberté, mais de se recroqueviller dans le coin familier, parce que la vastitude de la liberté est terrifiante pour qui ne connaît que le confinement. Ton ego préfère le confinement familier de mécanismes de défense connus plutôt que la vastitude effrayante de la totalité intégrée inconnue. Et cette préférence inconsciente est exactement pourquoi la majorité des gens ne développent jamais de présence magnétique véritable, parce que la présence magnétique nécessite d'habiter la totalité de ton pouvoir, et l'ego a une peur mortelle de cette totalité parce qu'elle signifie sa propre dissolution. Mais Freud a aussi offert un chemin à travers cette résistance. Il l'a appelé rendre conscient l'inconscient, processus graduel de reconnaître les mécanismes de défense quand ils opèrent, comprendre leur fonction originale de protection, les remercier de t'avoir sauvé quand tu en avais besoin, et puis consciemment choisir une réponse différente qui sert ton contexte présent au lieu de ton contexte passé. Ce n'est pas éliminer les mécanismes violemment, cela crée seulement plus de trauma. C'est les reconnaître avec compassion, comprendre leur logique protectrice et graduellement développer la capacité de choisir consciemment quand les activer et quand les désactiver au lieu d'être déclenchés automatiquement. Ce processus libère l'énergie psychique graduellement parce que quand le mécanisme n'opère plus automatiquement, l'énergie qui était utilisée pour le maintenir actif devient disponible pour la présence consciente. Et chaque incrément d'énergie libérée augmente ta présence magnétique parce que tu es progressivement moins fragmenté, plus intégré, plus complet, plus genuinement présent au lieu d'être divisé entre la partie qui est dans le moment et la partie qui surveille, pour garantir que les fragments restent cachés. Et Adler a découvert quelque chose à ce sujet qui change tout, se connectant directement avec pourquoi certaines personnes deviennent imparables en 2026, tandis que d'autres restent emprisonnées dans des schémas d'auto-sabotage, même avec toute la connaissance intellectuelle disponible. Cela a tout à voir avec la motivation inconsciente la plus profonde qui dirige le comportement humain de manière que la majorité ne reconnaît jamais consciemment.
Alfred Adler, contemporain de Jung et Freud, mais avec une perspective radicalement différente, a découvert que le cœur de la motivation humaine n'est pas la libido sexuelle comme Freud l'a proposé, ni l'individuation comme Jung l'a mis en avant, mais quelque chose de plus fondamental, la lutte pour surmonter le sentiment d'infériorité et atteindre un sentiment d'appartenance, de signification, de contribution. Adler a observé que tout enfant commence la vie dans un état d'infériorité objective. Il est plus petit, plus faible, moins capable, complètement dépendant des adultes pour survivre. Cette infériorité n'est pas imaginaire, elle est réelle. Et la réponse psychologique à cette infériorité façonne toute la personnalité, tout le style de vie, toute la trajectoire de développement. L'enfant qui expérimente l'infériorité mais aussi le soutien, l'encouragement, la validation, développe ce qu'Adler a appelé compensation saine, utilise le sentiment d'infériorité comme motivation pour grandir, développer des compétences, contribuer significativement à la communauté. L'enfant qui expérimente l'infériorité, mais aussi la négligence, la critique, l'invalidation, développe un complexe d'infériorité, croyance profonde d'inadéquation fondamentale qu'aucune conquête externe ne dissout jamais complètement parce qu'elle n'est pas basée sur une évaluation réaliste des capacités, mais sur une blessure émotionnelle de n'avoir jamais été vue, validée, acceptée comme digne d'appartenance. Voici où cela se connecte de manière dévastatrice avec la présence magnétique. Le complexe d'infériorité non résolu génère deux réponses compensatoires principales, toutes deux sabotant l'authenticité. La première est la compensation névrotique à travers la supériorité performée. La personne essaie de prouver sa valeur à travers des conquêtes externes, du statut social, de l'accumulation de pouvoir, des démonstrations de compétences, tout dans une tentative désespérée de faire taire la voix intérieure qui dit « tu n'es pas assez ». Mais peu importe combien elle conquiert, la voix ne se tait jamais, parce que la blessure n'est pas à propos des conquêtes. Elle est à propos de l'appartenance émotionnelle jamais expérimentée. Alors, la personne reste piégée dans un cycle infini de chercher plus, conquérir plus, prouver plus, toujours sentant que, quand j'atteindrai X, je me sentirai finalement précieux. Mais quand elle atteint X, le sentiment de valeur dure des jours ou des semaines, avant que la voix intérieure ne revienne disant « ce n'est pas assez, tu n'es pas assez ». Et cette quête névrotique draine une énergie psychique massive, crée une incongruence évidente entre la confiance performée et l'insécurité intérieure, sabote la présence magnétique parce que chaque interaction sociale devient une opportunité de prouver sa valeur au lieu d'une connexion genuine avec un autre être humain. La seconde réponse compensatoire est encore plus insidieuse, l'évitement à travers le retrait. Si la compensation névrotique est « je vais prouver que je suis supérieur pour cacher mon infériorité ressentie », l'évitement est « je vais me retirer complètement pour ne jamais avoir à confronter mon infériorité ». La personne développe un schéma de sabotage où elle abandonne avant d'essayer, évite les situations où elle pourrait échouer, construisant des justifications élaborées sur pourquoi ça n'en vaut pas la peine. Tandis que profondément, elle se protège de confronter la peur que si elle essaie véritablement et échoue, elle prouvera que la voix intérieure avait raison sur son inadéquation fondamentale. Adler voyait cela constamment dans sa pratique clinique. Des personnes avec des capacités évidentes, des talents manifestes, un potentiel clair, mais paralysées par la peur inconsciente que si elles appliquent véritablement leur effort total et échouent, elles n'auront plus l'excuse de « je n'ai pas vraiment essayé » pour se protéger de confronter l'infériorité ressentie. Alors, elles se maintiennent dans un retrait chronique, n'essayant jamais véritablement, gardant toujours l'effort en dessous du maximum, garantissant que si elles échouent, elles peuvent dire « bon, je n'essayais pas vraiment », tandis que profondément, elles savent qu'elles se mentent à elles-mêmes, mais préfèrent ce mensonge à la vulnérabilité d'essayer totalement et possiblement confirmer la peur d'inadéquation.
Adler a découvert que le chemin à travers le complexe d'infériorité n'est pas de nier l'infériorité ressentie, ni de la compenser névrotiquement, mais de la transformer à travers ce qu'il a appelé l'intérêt social. Changement de focus de « comment puis-je prouver ma valeur ?» à « comment puis-je contribuer significativement au bien-être des autres ?» Quand le focus change de la préoccupation égocentrique avec sa propre valeur, vers la préoccupation sincère, avec la contribution à la communauté, un paradoxe fascinant émerge. Le sentiment d'infériorité se dissout naturellement parce que la valeur n'est plus mesurée par comparaison avec les autres ou par validation externe reçue, mais par contribution genuine offerte. La personne qui sert genuinement la communauté d'une manière alignée avec ses talents uniques développe un sentiment de signification qui ne dépend pas de l'approbation externe parce qu'il est basé sur l'impact réel qu'elle peut voir, sentir, expérimenter directement. Et cette transformation de motivation, de compensation névrotique vers contribution genuine, est exactement ce qui crée la présence magnétique authentique parce que la personne ne performe plus sa valeur, elle habite la signification à travers le service genuin. Cela explique pourquoi les leaders authentiques qui servent ont une présence magnétique infiniment plus puissante que les narcissiques qui dominent. Le leader genuin a développé un intérêt social réel. Il se soucie genuinement de la croissance, du bien-être, de l'épanouissement des personnes qu'il dirige. Il n'utilise pas le leadership pour prouver sa propre valeur ou compenser un complexe d'infériorité. Il utilise la position de leadership comme plateforme pour servir de manière significative. Et cette motivation genuine est détectable instantanément à travers la neuroception de Porges. Le système nerveux des autres détecte l'absence d'agenda égocentrique caché, l'absence de besoin névrotique de prouver sa supériorité, la présence d'une préoccupation genuine pour le bien-être d'autrui. Le narcissique peut performer la préoccupation temporairement, mais inconsciemment il calcule toujours comment cela me bénéficie, comment cela prouve ma valeur, comment cela me place au-dessus des autres. Et cet agenda caché fuit à travers les micro-expressions, le ton vocal, le langage corporel, créant un malaise instinctif chez les autres, même quand ils ne peuvent articuler consciemment ce qui ne va pas. Le leader genuin n'a pas cet agenda parce qu'il a surmonté le complexe d'infériorité à travers l'intérêt social. Il se sent significatif à travers la contribution réelle. Il n'a plus besoin de prouver sa valeur, il est libre de servir genuinement. Et cette liberté crée une présence qui attire naturellement parce que le système nerveux des autres détecte la sécurité, l'authenticité, l'absence de manipulation cachée. Combien de ces mécanismes inconscients as-tu identifiés dans ta propre psyché? Écris ton nombre en commentaire. C'est important de prendre conscience de ce qui opère en toi. Parce que maintenant, nous allons explorer exactement comment les neurosciences modernes valident ces découvertes psychologiques profondes et révèlent des mécanismes cérébraux spécifiques qui transforment l'intégration psychologique en présence magnétique, mesurable, démontrable, neurologiquement vérifiable. Richard Davidson, neuroscientifique qui a dédié sa carrière à étudier les bases neurales de l'émotion et de la méditation, a fait une découverte révolutionnaire. Le cerveau adulte est radicalement neuroplastique, capable de changements structurels et fonctionnels profonds en réponse à une pratique délibérée consistante. Pendant des décennies, les neurosciences ont cru que le cerveau adulte était relativement fixe, que les schémas neuraux établis dans l'enfance déterminaient le fonctionnement pour le reste de la vie. Davidson a démoli cette croyance en étudiant des méditants expérimentés tibétains, des personnes qui ont pratiqué la méditation de compassion pendant des milliers d'heures. Il a découvert que leur cerveau montrait des schémas radicalement différents d'activation dans les régions responsables de la régulation émotionnelle, de l'empathie, de l'attention soutenue. Pas seulement des différences subtiles, des différences massives qui dépassaient toute variation normale vue dans la population générale. Et découverte cruciale, ces changements n'étaient pas génétiques, ils étaient le résultat d'une pratique délibérée consistante.
Quand Davidson a entraîné des débutants en méditation de compassion pendant seulement 8 semaines, il a déjà commencé à voir des changements mesurables dans l'activation du cortex préfrontal gauche, région associée avec les émotions positives et la résilience, comparée à un groupe contrôle. Cela valide neurologiquement tout ce que Jung, Freud et Adler ont découvert psychologiquement. Le travail interne profond change littéralement la structure et la fonction de ton cerveau. Quand tu pratiques reconnaître et intégrer l'ombre, tu renforces les circuits neuraux d'autoconscience et de régulation émotionnelle. Quand tu pratiques dissoudre les mécanismes de défense et répondre consciemment au lieu de réactivement, tu affaiblis les circuits automatiques de l'amygdale et tu renforces le contrôle du cortex préfrontal. Quand tu pratiques cultiver l'intérêt social genuine, au lieu de la compensation névrotique, tu développes les circuits d'empathie et de cognition sociale. Et ces changements neuraux sont exactement ce qui transforme la présence magnétique d'un concept abstrait en réalité neurobiologique mesurable. Davidson a démontré que les méditants expérimentés ne rapportent pas seulement se sentir plus compassionnés. Leur cerveau montre une activation augmentée dans les régions responsables de l'empathie quand exposés à la souffrance d'autrui. Et cette activation se corrèle avec des comportements prosociaux réels, pas seulement des sentiments internes. Daniel Siegel, neuropsychiatre qui a développé le concept de neurobiologie interpersonnelle, a découvert quelque chose de fascinant sur l'intégration neurale. Le cerveau sain n'est pas un cerveau où toutes les parties fonctionnent identiquement ou uniformément. C'est un cerveau où différentes régions sont intégrées, communiquant efficacement, se coordonnant harmonieusement. Siegel a identifié 9 domaines d'intégration neurale qui caractérisent le bien-être psychologique. Intégration de la conscience, intégration bilatérale des hémisphères, intégration verticale entre structures cérébrales primitives et avancées, intégration de la mémoire, intégration narrative de l'identité, intégration des états, intégration interpersonnelle, intégration temporelle et intégration transpersonnelle. Quand ces domaines sont intégrés, la personne expérimente une cohérence interne, sens d'être ensemble, au lieu de fragmenter, présent au lieu de dissocier, harmonieux au lieu de conflictuel intérieurement. Et voici la connexion cruciale. Cette cohérence interne est exactement ce qui se transmet comme présence magnétique externe. Siegel utilise une métaphore puissante. Le cerveau intégré est comme une rivière coulant entre 2 rives. Une rive est le chaos, surcharge sensorielle, dérégulation émotionnelle, fragmentation, réactivité. L'autre rive est la rigidité, contrôle excessif, suppression émotionnelle, inflexibilité, déconnexion. La rivière d'intégration coule au milieu, adaptable, mais pas chaotique, structurée mais pas rigide, émotionnellement responsive mais pas réactive, connectée mais pas enchevêtrée. La personne avec une haute intégration neurale habite cette rivière, naviguant moment par moment entre chaos et rigidité, toujours ajustant pour maintenir un flux harmonieux. Et le système nerveux des autres détecte cette harmonie à travers la neuroception, détecte l'absence de chaos qui génère l'anxiété, l'absence de rigidité qui génère le malaise, la présence d'un flux adaptatif qui génère sécurité, confiance, désir de proximité. C'est pourquoi la présence intégrée est magnétique, non parce qu'elle est performativement charismatique, mais parce qu'elle est neurologiquement harmonieuse, et les systèmes nerveux humains sont programmés évolutivement pour chercher l'harmonie et éviter le chaos ou la rigidité. Matthew Lieberman, neuroscientifique social, a révélé quelque chose de profond sur le cerveau social humain. Il a découvert que nous avons un réseau neural dédié, appelé réseau de mentalisation, qui est actif chaque fois que nous ne sommes pas focalisés sur une tâche externe. Et ce réseau essaie constamment de comprendre les états mentaux, intentions, émotions des autres. Quand tu rencontres quelqu'un, ton cerveau social scanne automatiquement les micro-expressions faciales, traite le ton vocal, interprète le langage corporel, essayant de construire un modèle de ce que la personne ressent, pense, a l'intention de faire. Et voici la découverte cruciale de Lieberman.
Le cerveau social est extraordinairement sensible à l'incongruence. Quand il y a une discordance entre ce que la personne dit verbalement et ce que son corps communique non-verbalement, le cerveau social détecte cela et génère malaise, méfiance, éloignement. La personne peut dire « je vais totalement bien », mais si le corps est tendu, la mâchoire serrée, la respiration irrégulière, le cerveau social de celui qui écoute détecte l'incongruence et répond avec scepticisme au lieu de confiance. Cela explique neurologiquement pourquoi l'intégration psychologique crée la présence magnétique. La personne intégrée n'a pas d'incongruence entre état interne et expression externe, parce qu'elle a accepté la totalité de ce qu'elle ressent intérieurement. Donc il n'y a pas de besoin de performer un état différent extérieurement. Si elle ressent de la tristesse, mais a accepté la tristesse comme partie valide de l'expérience humaine, elle peut exprimer ou communiquer la tristesse authentiquement sans honte. Si elle ressent de la colère, mais a intégré la colère comme émotion légitime, elle peut reconnaître la colère sans besoin de la réprimer ou de l'exploser destructivement. Si elle ressent de la peur, mais comprend la peur comme information sur la vulnérabilité, elle peut admettre la peur sans sentir que cela invalide sa valeur en tant que personne. Cette congruence entre interne et externe est ce que le cerveau social de Lieberman détecte comme authenticité, honnêteté, fiabilité. La personne ne cache rien, ne performe pas, elle habite la vérité du moment présent. Et les systèmes nerveux humains sont évolutivement programmés pour faire confiance à la congruence et se méfier de l'incongruence, parce qu'ancestralement, l'incongruence signalait fréquemment la tromperie, la manipulation, une menace potentielle. Lisa Feldman Barrett a révolutionné la compréhension des émotions en démontrant qu'elles ne sont pas des réponses universelles fixes à des stimuli externes. Elles sont des constructions prédictives que le cerveau crée basées sur des expériences passées, le contexte actuel et la culture. Ton cerveau fait constamment des prédictions sur ce qui va se passer et comment tu devrais te sentir, et puis compare les prédictions avec l'input sensoriel réel. Quand il y a correspondance, tout se déroule sans heurts. Quand il y a décalage, le cerveau génère une erreur de prédiction que tu expérimentes comme surprise, confusion, malaise. Voici la connexion avec la présence. Quand tu rencontres une personne avec haute intégration psychologique, son cerveau fait des prédictions basées sur l'intégration réelle. Il ne prédit pas le besoin de performer la confiance tout en ressentant l'insécurité. Il ne prédit pas le besoin de cacher la vulnérabilité tout en ressentant la peur. Il prédit simplement « je vais ressentir ce que je ressens et être présent avec cela ». Cette simplicité prédictive crée une cohérence comportementale que le cerveau des autres peut prédire facilement, générant confort, sécurité, confiance. Contraste avec la personne fragmentée dont le cerveau fait constamment des prédictions conflictuelles. Je dois paraître confiant, mais je ressens de l'insécurité. Je dois cacher la vulnérabilité, mais je ressens de la peur, générant un comportement imprévisible, incongru, que le cerveau des autres ne peut prédire facilement, générant malaise, méfiance, éloignement. Toutes ces découvertes neuroscientifiques convergent pour valider la loi psychologique centrale. La présence magnétique authentique émerge de l'intégration psychologique totale qui crée une cohérence neurale, et cette cohérence neurale est détectable par les systèmes nerveux et cerveaux sociaux des autres à travers des mécanismes évolutivement anciens qui contournent complètement le traitement conscient. Tu ne peux pas feindre cela, tu ne peux pas le performer. Tu ne peux que le développer à travers un travail interne genuin d'intégrer l'ombre, dissoudre les mécanismes de défense, surmonter le complexe d'infériorité à travers l'intérêt social, cultiver la neuroplasticité à travers une pratique délibérée, consistante. Et en 2026, quand la majorité performe des personas numériques de plus en plus élaborés, la personne qui a fait ce travail interne d'intégration se démarque radicalement parce que c'est la seule chose qui ne peut être falsifiée. L'authenticité neurale basée sur la totalité psychologique.
Mais il y a une dimension finale qui complète la compréhension de comment cela te rend imparable. Et cela a tout à voir avec le sens existentiel profond qui émerge quand tu cesses de chercher la validation externe et que tu commences à habiter la signification interne à travers la contribution genuine. Frankl, Camus et les philosophes stoïciens ont révélé une vérité à ce sujet qui transforme tout. Viktor Frankl, psychiatre qui a survécu à Auschwitz et a fondé la logothérapie basée sur son expérience dans les camps de concentration, a découvert quelque chose de profond sur la motivation humaine fondamentale. Ce n'est pas la recherche du plaisir comme Freud l'a proposé, ce n'est pas la recherche du pouvoir comme Adler l'a mis en avant, mais la recherche du sens. Frankl a observé que dans les camps, les prisonniers qui ont maintenu un sens, une raison de vivre qui transcendait la souffrance présente, avaient une probabilité statistiquement plus élevée de survivre que ceux qui ont perdu le sens même quand les conditions physiques étaient similaires. Le sens donnait une raison de supporter une souffrance insupportable, une raison de continuer quand tout indiquait l'abandon, une raison de maintenir la dignité humaine quand tout conspirait à réduire la personne à un animal luttant seulement pour la survie physique. Et découverte cruciale de Frankl, le sens ne peut être donné extérieurement, ne peut être trouvé dans des circonstances externes favorables, ne peut être basé sur la validation que les autres offrent. Le sens émerge quand tu acceptes la responsabilité totale de trouver la signification dans ta propre existence, dans tes propres circonstances, à travers tes propres choix de comment répondre à ce que la vie présente. Voici la connexion dévastatrice avec la présence magnétique. La personne qui a trouvé un sens genuin dans son existence émane une certitude silencieuse qui est absolument imparable parce qu'elle ne dépend de rien d'externe. Elle n'a pas besoin de l'approbation des autres parce que le sens vient de l'intérieur. Elle n'a pas besoin de circonstances parfaites parce que le sens est trouvé dans comment elle répond aux circonstances qu'elle a. Elle n'a pas besoin de validation constante parce que le sens est auto-validant. Quand tu sais que ta vie a du sens à travers la contribution que tu offres, les valeurs que tu habites, l'amour que tu exprimes, la créativité que tu manifestes, tu n'as pas besoin que les autres confirment cela constamment. Et cette indépendance existentielle est exactement ce que les autres expérimentent comme présence magnétique irrésistible. Frankl disait que celui qui a un pourquoi pour vivre peut supporter presque n'importe quel comment. Et la personne qui habite un pourquoi profond émane une stabilité, une fermeté, une imparabilité qui attire naturellement, parce que dans un monde d'incertitude constante, la stabilité basée sur le sens interne est rare, précieuse, magnétiquement attirante. Albert Camus, philosophe existentialiste, qui a exploré l'absurde de l'existence humaine, est arrivé à une conclusion fascinante. La vie est fondamentalement absurde. Il n'y a pas de sens inhérent dans l'univers, pas de but cosmique prédéterminé, pas de garantie de justice ou de signification objective. Et face à cet absurde, les humains ont trois options. Le suicide physique, abandonné complètement, le suicide philosophique, échapper vers des illusions réconfortantes de sens garanti, ou la révolte, acceptation totale de l'absurde combinée avec la décision de créer du sens à travers vivre pleinement malgré l'absurdité. Camus voyait la révolte comme la seule réponse authentique, accepter que l'univers est indifférent, qu'il n'y a pas de garantie, que la vie ne te doit rien, et puis choisir consciemment de créer du sens à travers comment tu vis, aimes, crées, contribue. Et cette acceptation radicale de l'absurde combinée avec la création courageuse de sens est ce qui libère du besoin névrotique de chercher la validation externe. Si tu acceptes que l'univers ne va pas te valider, que le sens ne sera pas donné mais doit être créé, alors tu cesses d'attendre l'approbation externe et tu commences à habiter la responsabilité interne totale. Cela se connecte profondément avec Adler. L'intérêt social genuin est exactement comment tu crées du sens dans l'univers absurde de Camus. Tu n'attends pas que la vie te donne du sens. Tu crées du sens en contribuant significativement au bien-être des autres.
Tu n'attends pas la validation externe, tu trouves la signification à travers l'impact réel que ta contribution génère. Et cette posture existentielle, acceptation de l'absurde combinée avec création de sens à travers le service genuin, est ce qui rend une personne véritablement imparable, parce qu'elle ne dépend plus de circonstances externes favorables ou d'approbation constante des autres. Elle a trouvé une manière d'habiter la signification dans n'importe quelle circonstance à travers le choix conscient de comment répondre, contribuer, servir. Et cette indépendance existentielle émane comme présence qui est magnétique exactement parce qu'elle est rare. La majorité est piégée dans une dépendance névrotique de validation externe. Donc rencontrer une personne qui n'a genuinement pas besoin de cette validation parce qu'elle a trouvé un sens interne est comme trouver une oasis dans un désert de carence émotionnelle collective. La philosophie stoïcienne de Sénèque et Marc Aurèle offre une sagesse pratique complémentaire. Tu ne peux contrôler les circonstances externes, mais tu peux toujours contrôler comment tu réponds intérieurement. Sénèque disait que nous ne souffrons pas des choses qui arrivent, mais des opinions que nous avons sur les choses qui arrivent. Et les opinions sont des choix que nous faisons consciemment ou inconsciemment. Marc Aurèle, empereur qui a pratiqué le stoïcisme tout en gouvernant l'Empire, a écrit dans ses méditations « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Pas des circonstances externes, pas de l'approbation des autres, pas des conquêtes matérielles, mais de la qualité de ta réponse interne à ce que la vie présente. » Et la pratique stoïcienne fondamentale est de développer l'équanimité, capacité de maintenir un centre interne stable, indépendant de la turbulence externe, acceptant ce que tu ne peux contrôler tout en agissant délibérément sur ce que tu peux contrôler. Cette équanimité stoïcienne est exactement ce qui crée une présence magnétique tranquille qui n'a pas besoin de performer, de prouver ou de convaincre. La personne avec une équanimité développée n'est pas indifférente ou apathique. Elle ressent profondément, se soucie genuinement, s'engage pleinement. Mais elle n'est pas emportée par chaque émotion qui surgit. Elle n'est pas dépendante de chaque approbation qu'elle reçoit ou rejet qu'elle expérimente. Elle n'est pas déséquilibrée par chaque difficulté qu'elle rencontre. Elle maintient un centre interne à travers une acceptation profonde de ce qu'elle ne peut contrôler et une action délibérée sur ce qu'elle peut contrôler. Et cette stabilité interne émane comme présence fiable, solide, imparable. Personne qui ne sera pas ébranlée par les défis parce qu'elle a développé la capacité de se maintenir centrée intérieurement, indépendamment de la turbulence externe. En 2026, quand le monde externe est de plus en plus chaotique, imprévisible, turbulent, cette stabilité interne basée sur l'équanimité stoïcienne devient un avantage compétitif suprême parce qu'elle offre une île de stabilité dans un océan de chaos collectif. Synthèse complète maintenant. Jung t'enseigne à intégrer l'ombre et devenir entier. Freud t'enseigne à reconnaître les mécanismes de défense et libérer l'énergie emprisonnée. Adler t'enseigne à surmonter le complexe d'infériorité à travers l'intérêt social genuin. Les neurosciences te montrent que tout cela change littéralement ton cerveau, créant une cohérence neurale détectable par les autres. Frankl t'enseigne que le sens genuin vient de la responsabilité de créer la signification au lieu d'attendre qu'elle soit donnée. Camus t'enseigne à accepter l'absurde et à te révolter en créant du sens à travers vivre pleinement. Le stoïcisme t'enseigne à développer l'équanimité, en maintenant un centre interne indépendant de la turbulence externe. Et quand tu intègres tout cela, ombre reconnue, défense dissoute, infériorité surmontée à travers le service, cerveau transformé à travers la pratique, sens créé à travers la responsabilité, absurde accepté à travers la révolte, équanimité développée à travers l'acceptation. Tu deviens imparable, non parce que rien ne peut t'affecter, mais parce que tu as développé la capacité de maintenir la totalité interne, la cohérence neurale, la signification existentielle, indépendamment des
circonstances externes ou de l'approbation des autres. Voici la loi méconnue de l'aura qui te rend imparable en 2026. L'aura magnétique n'est pas une performance externe, mais une intégration interne totale qui émane comme présence cohérente, authentique, neurologiquement harmonieuse, détectable instantanément par les systèmes nerveux des autres. Et dans un monde saturé de masques numériques, de personas performés, de fragmentation psychologique, l'authenticité basée sur l'intégration totale devient non seulement une vertu morale, mais un avantage compétitif suprême. Les personnes affamées de connexions genuines, dans une mer de fausseté numérique, seront magnétiquement attirées vers qui a fait le travail interne de devenir entier, parce que l'intégrité psychologique est la seule chose qui ne peut être falsifiée à travers des filtres, de l'édition, une performance calculée. Tu peux performer la confiance temporairement, mais tu ne peux pas performer la cohérence neurale. Tu peux éditer une image numériquement, mais tu ne peux pas éditer la transmission de ton système nerveux. Tu peux étudier des techniques de charisme, mais tu ne peux pas substituer la totalité psychologique genuine par des trucs sociaux superficiels. Alors, le chemin pour devenir imparable n'est pas de collectionner plus de techniques, d'étudier plus de stratégies d'influence, de pratiquer plus de performances charismatiques. C'est de faire le travail interne brutal, d'intégrer l'ombre que tu as refoulée, dissoudre les mécanismes de défense que tu as construits, surmonter le complexe d'infériorité qui t'emprisonne, cultiver l'intérêt social genuine au lieu de la compensation névrotique, trouver un sens authentique à travers la responsabilité existentielle, accepter l'absurde de l'existence tout en te révoltant, en créant du sens à travers vivre pleinement, développer l'équanimité en maintenant un centre interne indépendant de l'approbation externe. Ce travail est difficile, il est inconfortable, il nécessite de confronter exactement ce que tu as évité toute ta vie. Il nécessite de dissoudre l'identité familière et d'habiter la totalité inconnue. Il nécessite la responsabilité totale pour ta propre transformation sans attendre que les circonstances changent d'abord ou que les autres valident constamment ta valeur. Mais la récompense est la liberté existentielle totale. Tu n'as plus besoin de performer parce que tu habites l'authenticité. Tu n'as plus besoin de prouver parce que tu as trouvé la signification. Tu n'as plus besoin de cacher parce que tu as intégré la totalité. Tu n'as plus besoin de chercher la validation externe parce que tu as développé le sens interne. Tu n'as plus besoin de craindre les circonstances externes parce que tu as cultivé l'équanimité interne. Et cette liberté émane comme présence magnétique qui attire naturellement parce qu'elle offre exactement ce que le monde affamé d'authenticité cherche désespérément mais trouve rarement. Une personne genuinement présente, neurologiquement cohérente, psychologiquement intégrée, existentiellement significative, humainement complète. Pas parfaite, complète. Pas sans blessures, avec des blessures intégrées en sagesse. Pas sans peur, avec la peur acceptée comme partie de l'expérience humaine. Pas sans colère, avec la colère intégrée comme énergie qui peut être canalisée constructivement. Pas sans vulnérabilité, avec la vulnérabilité habitée comme force au lieu de faiblesse. Si cette exploration t'a touché profondément, partage-la avec quelqu'un qui cherche à comprendre sa propre présence authentique. Quelle révélation t'a le plus marqué? Et si tu veux poursuivre ce voyage d'intégration ensemble, rejoins notre communauté de membres qui s'engagent dans cette transformation. Parce que la transformation n'est pas une destination que tu atteins, et puis tu t'arrêtes. C'est un processus continu d'approfondissement constant dans une totalité toujours plus grande, une intégration toujours plus profonde, une présence toujours plus authentique. Chaque couche d'ombre que tu intègres libère une nouvelle profondeur de présence. Chaque mécanisme de défense que tu dissous libère une nouvelle amplitude d'énergie disponible. Chaque degré de complexe d'infériorité que tu surmontes à travers le service genuine libère une nouvelle dimension de signification. Chaque incrément de neuroplasticité que tu cultives à travers la pratique délibérée crée une nouvelle cohérence neurale. Chaque choix de créer du sens, au lieu d'attendre qu'il soit donné, renforce la responsabilité existentielle.
Chaque acceptation de l'absurde combinée avec la révolte créative expande la liberté interne. Chaque moment d'équanimité face à la turbulence externe approfondit le centre imparable. Et à la fin, ou plutôt dans le continu parce qu'il n'y a pas de fin véritable dans le voyage d'individuation, tu découvres que cela n'a jamais été de devenir différent de ce que tu es. Cela a toujours été de devenir totalement ce que tu es, quand tu cesses de fragmenter, de cacher, de performer, de compenser. Ton aura magnétique n'est pas quelque chose que tu construis en ajoutant des couches de technique sur qui tu es. C'est quelque chose que tu révèles en enlevant des couches de défense qui cachaient qui tu as toujours été au cœur le plus profond de ton être. Jung disait que l'individuation n'est pas devenir spécial, mais devenir soi-même. Et paradoxalement, quand tu deviens véritablement toi-même au lieu d'essayer d'être exceptionnel, tu deviens exceptionnel exactement parce que l'authenticité totale est rare, précieuse, magnétiquement attirante dans un monde de performances calculées et d'identités fragmentées. Alors la loi méconnue de l'aura se révèle finalement. Tu n'as pas besoin d'ajouter quoi que ce soit pour devenir magnétique. Tu as besoin d'enlever tout ce que tu as construit pour cacher ta magnificence naturelle. Ombre refoulée, défense rigide, complexe d'infériorité compensé névrotiquement, fragmentation neurale maintenue par évitement, dépendance de validation externe, refus de responsabilité existentielle, résistance à l'absurde à travers des illusions réconfortantes, instabilité interne maintenue par attachement à la turbulence externe. Enlève cela à travers un travail interne brutal mais libérateur. Et ce qui reste est la présence authentique, la cohérence neurale, la totalité psychologique qui émane le magnétisme naturellement simplement parce que tu es finalement, complètement, imparablement toi-même. Et en 2026, quand le monde est saturé de masques de plus en plus élaborés, être imparablement toi-même est l'avantage suprême, parce que c'est la seule chose qui ne peut être copiée, ne peut être performée, ne peut être falsifiée. Elle ne peut qu'être vécue à travers le courage d'intégrer la totalité de ce que tu es, et d'habiter cette totalité avec responsabilité, acceptation, équanimité et service genuine au bien-être des autres. Voici la liberté finale. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit, seulement d'être. Et cet être, quand il est total, intégré, authentique, est tout ce dont tu avais besoin depuis le début. C'est ton aura, c'est ton magnétisme, c'est ton pouvoir imparable. Il a toujours été là, attendant que tu aies le courage de cesser de cacher et de commencer à révéler à travers le travail le plus difficile et le plus libérateur qui existe, devenir entier.